Bonjour, aujourd'hui deuxième vidéo consacrée à la théorie de la gravitation quantique à boucle. Alors on va commencer par passer les réseaux de spin à ce qu'on appelle les mousses de spin. Oui, parce que quand on ajoute en fait le temps pour quantifier l'espace-temps, et pas seulement pour quantifier l'espace, eh bien il faut adapter en fait les réseaux de spin. Les lignes et les nœuds du réseau de spin deviennent respectivement donc des surfaces pour les lignes et des lignes pour les nœuds. Et ça forme en fait une mousse de spin à 4 dimensions. C'est un terme en fait très imagé qui a été proposé par Carlo Rovelli. Alors, finalement, un réseau de spin, c'est une tranche découpée dans une mousse de spin, une tranche temporelle. Alors c'est dans une sorte d'instantané du monde, donc tranche découpée de l'espace-temps. Et donc finalement, le temps est lui-même discrétisé. C'est-à-dire de la même façon que l'espace est défini par la géométrie discontinue du réseau de spin, bien le temps est défini par la séquence des sauts qui président au réarrangement du réseau. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne s'écoule plus comme un flot continu, mais plutôt comme les tics et les tacs d'une horloge, chacun durant à peu près ce qu'on appelle un temps de Planck, c'est-à-dire la longueur de Planck divisée par la vitesse de la lumière. C'est tout à fait minuscule, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Donc les atomes d'espace et de temps, définis de cette façon, mais ils sont tellement possibles qu'il est évidemment sont tellement petits, pardon, qu'il est absolument impossible de les mettre directement en évidence par des mesures expérimentales. En revanche, on peut mettre à l'épreuve théorique le formalisme des boucles en testant son aptitude à fournir des éclairages nouveaux sur certaines énigmes de la relativité générale que j'ai mentionnées dans des vidéos précédentes, l'entropie des trous noirs par exemple, les singularités, le Big Bang. D'ailleurs, le premier vrai succès théorique de la gravité quantique à boucle a été de retrouver la relation postulée par Bekenstein et Hawking, si vous vous en souvenez, entre l'aire de l'horizon d'un trou noir et son entropie. Et donc, en fait, un résultat analogue, il avait précédemment été obtenu dans le cas de la théorie des cordes, mais seulement dans les cas de certains trous noirs dits supersymétriques, totalement irréalistes. Bon, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Tandis que dans la gravité quantique à boucle, ben, le résultat, il vaut directement pour les trous noirs de Schwarzschild, c'est-à-dire le type de ceux que l'on sait exister dans la nature, en tout cas quand ils ne tournent pas. Et la théorie, donc, elle a aussi pu reproduire les caractéristiques de rayonnement de Hawking, vous savez, sur l'évaporation quantique des mini-trous noirs, et fournir donc des précisions supplémentaires sur la structure fine du rayonnement, enfin du spectre du rayonnement Hawking, ce qui a permis en fait de démontrer qu'il n'y avait pas de perte d'information lors de l'évaporation quantique d'un trou noir. Alors que ce que j'ai appelé le paradoxe de l'information, que j'ai brièvement mentionné dans les vidéos au sujet de Stephen Hawking, dont je reparlerai peut-être dans une vidéo précédente, montre qu'il y a un réel problème dans le cadre, quand c'est envisagé dans le cadre de la théorie des cordes. Alors une conséquence encore plus fondamentale de la gravité quantique à boucle, ben, c'est l'élimination pure et simple des singularités gravitationnelles, que ce soit d'ailleurs celle qui est prédite par la relativité générale classique au fond des trous noirs de Schwarzschild, ou celle qui est prédite dans les modèles cosmologiques donc de Friedmann-Lemaître au moment donc du fameux Big Bang. Oui, parce qu'en 2007, Martin Bojewald a calculé que la courbure de l'espace, eh bien, au lieu de tendre vers l'infini au Big Bang, en fait, elle était bornée par une valeur. Certaines valeurs gigantesques, 10 puissance 55 fois la courbure qui règne à la surface d'un trou noir stellaire, c'est déjà gigantesque, mais malgré tout, c'est fini et pas infini. Voilà. Et donc, dans ce schéma, ben, le Big Bang, c'est plus un grand boom, ni un temps zéro, c'est en fait un big bounce, c'est-à-dire un grand rebond avant lequel ben, l'univers préexistait et subissait une contraction rapide. Et cela donc signifie que notre univers serait né en fait d'un univers précédent qui se serait contracté sur lui-même. Et à un certain moment, ben, l'énergie gravitationnelle serait devenue répulsive et cet univers d'avant Big Bang aurait rebondi pour engendrer notre univers. Évidemment, si on représente le facteur d'expansion de l'univers au cours du temps, ben celui-ci effectuerait un mouvement qui rappellerait celui d'une balle qui rebondit éternellement de façon élastique.
Alors on pensait que chaque cycle d'expansion-contraction reproduirait en fait l'univers à l'identique. C'est ce qu'avait en fait envisagé en 1922 Alexander Friedman, mais dans son modèle très classique d'univers phénix. Mais Bojovald a fait remarquer que les équations quantiques rendaient en partie indéterminés les paramètres qui décrivent chaque nouveau cycle, et donc chaque nouveau cycle perdrait à chaque fois une partie des informations caractérisant le cycle précédent. Voilà. Néanmoins, quelques informations quantiques sur l'état antérieur de l'univers et aussi des ondes gravitationnelles pourraient transiter par le Big Bounce, par le grand rebond. Donc, si la théorie est correcte, ben, il n'est pas impossible que l'on découvre un jour dans l'univers actuel des indices fossiles de ce qui se serait passé avant le Big Bang. Je vais dire un mot, enfin un peu plus qu'un mot d'ailleurs, sur ce qu'on appelle les étoiles de Planck. Les pionniers en fait des théories de l'effondrement gravitationnel, qu'ont été John Wheeler et Yakov Zeldovich, avaient montré que la géométrie de l'espace-temps interne d'une étoile qui s'effondre pour former un trou noir ressemblait, en inversant le sens du temps, à celle de l'univers observable au moment du Big Bang. Alors, je l'ai déjà dit, sur cette base que Penrose et Hawking avaient développé à la fin des années 1960 leur fameux théorème sur les singularités gravitationnelles qui surviendraient soit au fond des trous noirs, soit au début de l'univers. Oui, mais comme je viens de vous le dire, les travaux menés par Bojovald dans le cadre de la gravité quantique à boucle conduisent en fait à l'idée que le Big Bang résulte d'une phase de contraction gravitationnelle de l'univers qui se change en expansion quand sa densité volumique devient de l'ordre de la densité de Planck, de l'ordre de 10 puissance 94 grammes par centimètre cube. Voilà, c'est une valeur incomparablement plus élevée que celle qui règne déjà au cœur même des étoiles à neutrons, les objets physiques les astres les plus denses que nous connaissions. Donc il est loisible d'imaginer que la matière et l'espace-temps en effondrement à l'intérieur d'un trou noir nouveau-né finissent eux aussi par subir un rebond une fois que la densité de Planck est atteinte. Alors la théorie de la relativité générale classique explique en fait que toute matière qui franchit l'horizon des événements d'un trou noir est irrémédiablement attirée vers le centre sans pouvoir s'en échapper et qu'elle forme une singularité, donc de densité infinie. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, pour les physiciens, une telle singularité, c'est pas réaliste, parce qu'à ces densités extrêmes, on ne peut plus faire abstraction des effets de la physique quantique. Et dans le cadre de la gravité quantique à boucle, eh bien, on est une étoile de Planck, dont l'existence a été suggérée en 2014 par Carlo Rovelli et Francesca Vidotto, serait en fait l'objet de densité extrême, mais fini, auquel en fait aboutirait l'effondrement d'un trou noir stellaire, remplaçant donc la singularité. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois cet état atteint, l'espace-temps cesserait de s'effondrer, la matière rebondirait, la gravitation devenant transitoirement répulsive. Et donc, en fait, le trou noir stellaire exploserait en éjectant son contenu à la façon de ce qu'on appelle un trou blanc ou une fontaine blanche, c'est-à-dire un trou noir à temps inversé. Donc dans ce schéma, le trou noir, c'est plus un état définitif et irréversible, c'est une étoile de Planck en rebond qui se désintègre en explosant. Alors au passage, ce modèle permet aussi d'envisager une solution au paradoxe de l'information qui découle du rayonnement de Hawking, puisqu'en fait tout est restitué dans la fontaine blanche. Et à noter également que la fontaine blanche se produirait au même endroit que là où s'était formé le trou noir, et non pas, comme dans les théories de trous de verre dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes, dans d'autres régions de l'espace-temps et de l'univers. Alors le temps de désintégration des trous noirs, dans le cadre de la gravité quantique à boucle, a été calculé par Carlo Rovelli et ses collaborateurs. Voilà. Donc il est proportionnel au carré de la masse du trou noir, quand on les met en unité de la masse de Planck,
et il est proportionnel au temps de Planck. Voilà. Alors comme il se déroule dans le contexte d'une courbure extrême de l'espace-temps, eh bien, c'est un effet de la relativité incontournable. Hein. Sa vraie durée, qu'on appelle en temps propre, sa durée propre, n'a rien à voir avec la durée qui serait perçue par un observateur extérieur, en raison donc de la dilatation temporelle énorme, la dilatation relativiste, qui est due donc au champ de gravitation. Donc, en fait, pour un trou noir de masse stellaire, la durée propre du processus d'effondrement-rebond, c'est de l'ordre en fait de la milliseconde à peine, mais sa durée apparente pour tout observateur extérieur lointain pourrait se compter en plusieurs millions ou même plusieurs milliards d'années. Donc il ne faut pas s'attendre à observer aujourd'hui des étoiles de Planck en rebond sous forme par exemple de supernovae extrêmement lumineuses. Voilà. Alors, ça, c'est pour les trous noirs stellaires. Maintenant, on se souvient de l'existence possible de trous noirs de masse beaucoup plus petite qui se seraient formés dans l'univers primordial. J'en ai parlé dans l'une des vidéos sur les travaux de Stephen Hawking, avec les micro-trous noirs primordiaux. Alors donc, du coup, il est facile de calculer quelle devrait être la masse d'un trou noir primordial pour que sa durée de vie soit égale à l'âge de l'univers actuel et dont l'explosion devait être visible aujourd'hui. Et donc le résultat, ça donne une masse de l'ordre de celle de la Lune, ce qui correspond en fait à un trou noir de rayon millimétrique, hein, la taille à peu près de l'ordre du millimètre. Alors à la suite de ça, Carlo Rovelli, qui est associé au chercheur français Aurélien Barraud, a calculé quel pourrait être le signal électromagnétique produit par la désintégration des trous noirs primordiaux de taille millimétrique. Alors je rappelle ici, il ne s'agit pas du tout du signal issu de l'évaporation quantique d'un trou noir, mais réellement du signal émis par ces hypothétiques étoiles de Planck, donc suite à ce rebond lors de la formation d'un trou noir. Donc le processus en fait devait produire deux composantes. Alors une première à très haute énergie, qui ressemble en fait à des sursauts gamma, un petit peu, très particuliers, et la seconde à plus basse énergie, dans une longueur d'onde égale d'ailleurs à la taille des trous noirs en question, c'est-à-dire donc dans les ondes radio de taille millimétrique. Alors quand on observe, alors pour la première composante, quand on observe l'ensemble en fait des photons de très haute énergie, c'est-à-dire les photons gamma intégrés sur toute la voûte céleste, et si on veut les interpréter non plus comme des sursauts gamma habituels, qui, je le rappelle, hein, c'est des produits qui sont produits lors d'explosions d'hypernova, de coalescence d'étoiles à neutrons, ce genre de choses, mais si on les interprète tous comme des désintégrations de mini-étoiles de Planck primordiales, eh bien la forme du spectre en énergie serait tellement particulière qu'elle fournirait en fait une preuve observationnelle hein, de l'existence de ces étoiles de Planck. Mais bon, vous l'avez deviné, hein, pour l'heure, aucune caractéristique observée du fond de rayonnement gamma, parce qu'il y en a bel et bien un, ne vient corroborer l'hypothèse des étoiles de Planck. Alors, du côté, cette fois-ci, du signal radiomillimétrique possible, hein, Rovelli et Barraud donc, ont espéré fournir une explication de ce qu'on appelle les sursauts radio rapides, qui sont une chose assez mystérieuse, fast radio burst, voilà, FRB, comme on les appelle. Alors, ces sursauts d'ondes radio, d'une durée d'à peine quelques millisecondes, hein, ils ont été observés pour la première fois en 2007. Et on estime aujourd'hui qu'ils se produisent peut-être jusqu'à 10 000 fois par jour dans le ciel, mais très très peu d'entre eux sont détectables. Voilà. Et donc, la pauvreté extrême des données observationnelles, actuelles en tout cas, laisse libre cours à l'imagination des astrophysiciens, c'est un peu notre boulot, hein, pour expliquer l'origine de ces flashs cosmiques qui demeurent pas vraiment élucidés. Voilà. Et donc, la désintégration d'étoiles de Planck primordiales de taille millimétrique fait partie des explications les plus exotiques. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça se heurte quand même à un problème, un gros problème, c'est qu'il y a eu un sursaut radio rapide, qu'on appelle FRB 121102, qui s'est révélé en fait être une source récurrente, c'est-à-dire qu'il s'est répété plusieurs fois. Alors en fait, plus de 200 événements ont été enregistrés, donc 200 répétitions hein, ont été enregistrées entre la fin 2012 et la fin 2017. Et c'est totalement incompatible avec les désintégrations d'une étoile de Planck qui ne peut se produire qu'une seule fois. Voilà.
Et d'ailleurs, ce sursaut radio rapide, hein, FRB 121102, a été identifié finalement à un astre visible fortement magnétisé qui est situé à une galaxie naine, située à 3 milliards d'années-lumière de nous, et c'est probablement une étoile à neutrons, un magnétar ou un reste d'explosion de supernova. Voilà. Alors donc, sur la centaine de sursauts radio rapides qui ont été observés jusqu'à présent, c'est-à-dire en 2020, ben, 5 ont pu être localisés et 2 ont eu des sursauts répétés. Donc voilà un petit peu pour le statut observationnel, pour l'instant extrêmement précaire, de cette intéressante hypothèse d'étoile de Planck. Alors pour conclure, pour ce chapitre sur la gravité quantique à boucle, elle est quand même très séduisante, vous l'aurez compris, mais il y a quand même quelques problèmes, hein, sinon ce serait trop beau. Voilà. Alors, elle peut être testée en fait aussi par des phénomènes astronomiques qui seraient modifiés par la nature en fait discrétisée de l'espace-temps que la théorie sous-entend. Par exemple, la propagation de la lumière. Oui, parce que quand la lumière se déplace dans un milieu, ben, sa longueur d'onde subit des altérations. Ben, des phénomènes analogues doivent se produire si les photons, des grains de lumière, se déplacent dans un espace granulaire et non plus un espace continu. Alors même si ces effets sont infimes, ben, ils s'accumulent avec la distance parcourue. Et donc à cet égard, les sursauts gamma, qui sont donc ces puissantes explosions de rayons gamma qui nous parviennent des profondeurs du cosmos, à des milliards d'années-lumière pour certains d'entre eux, ben, ce sont les sources les plus intéressantes. Et donc deux photons gamma qui seraient émis au même moment mais à des énergies différentes au moment d'un sursaut gamma, ben, devraient voyager à des vitesses légèrement différentes en traversant les mailles du réseau de spin. Et au bout de plusieurs milliards d'années-lumière de trajet, nous parvenir à des moments légèrement différents et avec des polarisations différentes. Alors la précision temporelle des signaux qui sont reçus par les télescopes gamma, comme Swift, Integral ou Fermi, pour l'instant, elle est inférieure à la précision requise pour mesurer ce phénomène-là. En revanche, le télescope intégral de l'Agence spatiale européenne a pu commencer à mesurer la polarisation des photons à différentes longueurs d'onde dans le domaine gamma, et elle n'a rien trouvé, c'est-à-dire donc ça a placé en fait une contrainte forte sur la taille maximale présumée des grains d'espace. Et donc en fait ces derniers seraient 10 000 milliards de fois plus petits que la longueur de Planck qui est prévue par la théorie des boucles, ce qui est donc un mauvais point pour la théorie. Alors un autre problème peut-être plus sérieux, qui est cette fois-ci d'ordre théorique, c'est que la gravitation quantique ne décrit pas les cas particuliers, mais importants, où la gravité est négligeable. C'est-à-dire le cas de l'espace-temps plat ordinaire de la relativité restreinte, où il n'y a pas de gravité. Et dans cette théorie, qui est extraordinairement bien vérifiée, dans les champs gravitationnels extrêmement faibles, ben, un objet semble se contracter, vous le savez, en fonction de la vitesse de déplacement relative d'un observateur par rapport à l'objet. Et donc cette contraction, elle doit aussi affecter la taille des aires et des volumes discrétisés de l'espace-temps quantique, tel qu'il est décrit dans les réseaux de spin. Et donc ces aires et ces volumes seraient perçus différemment par des observateurs à différentes vitesses. Et malheureusement, c'est incohérent avec un principe fondamental de la théorie d'Einstein, qu'on appelle l'invariance de Lorentz, en vertu duquel les lois de la physique doivent être les mêmes indépendamment des vitesses des observateurs. Alors plus généralement d'ailleurs, donc ça va au-delà du cas particulier de la gravité quantique à boucle, il est en fait difficile d'introduire des structures discrètes de l'espace-temps sans se heurter justement aux difficultés de la relativité restreinte. Parce que ces structures discontinues, discrètes, introduisent en effet un référentiel privilégié qui conduit, lié donc à ces tailles finies donc, de structures, et ce référentiel privilégié conduit donc à des violations de l'invariance de Lorentz. Et le problème, c'est que cette dernière, elle est quand même vérifiée expérimentalement avec une précision gigantesque. Voilà. Alors, certains chercheurs en gravité quantique ont suggéré en fait que l'invariance de Lorentz, finalement, ce n'était qu'une symétrie émergente à basse énergie, mais qui était brisée en fait à l'échelle de Planck. Voilà.
Alors, bon, aucun test expérimental n'est en mesure de vérifier cette hypothèse. Alors pour conclure, je dirais que dans un article récent de 2014, ben, les physiciens Jorge Poulin et Rodolfo Gambini ont suggéré que si on veut que la gravité quantique à boucle soit cohérente avec la relativité restreinte, ben, il faut l'adapter en utilisant certaines méthodes et des interactions qui sont issues de la grande théorie qui est rivale initialement, qui est la théorie des cordes. Je vous en parlerai sans doute dans une série de prochaines vidéos. Merci pour votre attention.